Bonsoir à tous et bienvenue à ce rendez-vous quotidien consacré au brame du cerf sur France Télévisions. Une immersion continue durant 3 semaines au cœur de la forêt de Rambouillet pour découvrir l'un des spectacles les plus saisissants du monde sauvage. Nous recevons aujourd'hui Catherine Aubertin, économiste de l'environnement et directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, affecté au Muséum d'histoire naturelle, pour échanger autour de l'avenir de nos forêts et des menaces auxquelles elles doivent faire face. Bonjour. Bonjour Catherine. Bonjour Nicolas. Vous allez bien ? Alors déjà, dans un premier temps, quel est votre rapport, vous, personnellement, aux forêts et éventuellement aux cerfs ? J'ai un rapport personnel à la forêt, bien sûr. J'habite maintenant en bord de Loire et la Sologne est vraiment un endroit que j'aime beaucoup. Le brame de cerf pose quelques problèmes, parce qu'il tend à devenir une attraction, ce qui ne me plaît pas beaucoup. Mais la forêt en tant que telle, c'est bien d'autres choses aussi. C'est un endroit où on peut vraiment se promener malgré les tentatives d'engrillagement que l'on vit en Sologne. La forêt, pour moi, c'est aussi un endroit où j'ai travaillé, en particulier en Amazonie brésilienne, où j'ai fait des recherches sur les captations de carbone, sur les politiques forestières, sur les possibilités pour les communautés de vivre de la forêt. Et puis, la forêt, c'est également un sujet important des négociations internationales, bien qu'il n'y ait pas de convention particulière pour les forêts, alors qu'il y en a, disons, pour la biodiversité, pour le changement climatique ou pour la désertification. Et les forêts que vous voyez, que vous observez aujourd'hui, sont les forêts que vous avez observées durant votre enfance ? Il me semble que ça a changé. D'abord, moi, j'ai changé. J'ai plus exactement la même taille et je me perds peut-être moins facilement en forêt. Non, ce que je vois, dans le cadre de la Sologne, c'est le nombre d'arbres qui ont été frappés par la sécheresse. Ça, c'est tout à fait impressionnant. Dans le cas de l'Amazonie brésilienne aussi, ce sont ces grandes trouées rouges d'ouverture de route au milieu de la forêt. Oui. Ça, c'est quelque chose qu'on observe, qu'on ne peut pas ignorer. Et justement, la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, a publié il y a quelques mois un rapport sur la situation des forêts dans le monde. Quels en sont, selon vous, les enseignements les plus marquants ? Alors, commençons par des choses positives. La déforestation, de manière générale, a tendance à diminuer à l'échelle mondiale. Heureusement, parce qu'elle était vraiment très, très importante. En revanche, ce qui se passe, c'est qu'on est de plus en plus confronté à des situations d'incendie. Les incendies, par exemple, sont responsables actuellement de 50% de la perte de couverts forestiers en Amazonie. Mais attention, il ne faut pas confondre non plus les incendies avec la déforestation. La forêt se régénère relativement bien après un incendie. Ce qui est plus grave, c'est pourquoi elle prend feu. Là où il faut réfléchir, c'est pourquoi elle prend feu. Par exemple, une forêt tropicale, elle est humide. Ce sont les forêts tropicales humides. Il n'y a aucune raison d'essayer de mettre le feu. C'est pas possible. Et s'il y a le feu, c'est bien parce qu'il y a à la fois cette déforestation. Donc, les feux, on coupe le bois, le feu sèche et après, on met le feu, ou alors les répétitions des incendies et les répétitions des sécheresses font que les arbres vont flamber. C'est ce qui se passe dans le bassin amazonien, par exemple. Mais ce qu'on observe aussi du fait de la sécheresse, on pense toujours à ces grands feux amazoniens, mais on a bien vu qu'en Russie, au Canada cette année, ça a été également terrifiant. Et en France, regardez ce qui s'est passé dans les Corbières, et je crois qu'on vient juste d'éteindre le feu au bout de 4 semaines d'intenses feux, plus de 15 000 hectares. Donc ce phénomène d'incendie qui est lié à la sécheresse et dû au changement climatique est quelque chose effectivement très préoccupant et devient un des facteurs principaux d'attaque, de menaces sur la forêt. Là-dessus, sur les changements climatiques, on parle toujours des changements climatiques responsables de beaucoup de choses, et on discute surtout sur les symptômes. Et ce qui est intéressant, c'est de revenir aux causes du changement climatique. Et ça, j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler, c'est-à-dire les modes de production et de consommation, et en particulier fondés sur l'exploitation des énergies fossiles.
Et vous disiez il y a quelques instants qu'il y avait moins de déforestation. Est-ce qu'on a des exemples comme ça de pays qui ont cessé, en tout cas réduit la déforestation de manière drastique? Oui, si on retourne au Brésil, cette année, c'est quelque chose d'assez étonnant. Je crois qu'on a réduit de 40% la déforestation. Enfin, ça fait quand même encore plus de 4000 km². Mais on a réduit vraiment de 40% cette année. Et depuis l'avènement du président Lula, c'est en train de rediminuer. Mais paradoxalement, les incendies ont augmenté de 60%. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on s'affole de 60% de plus d'incendies, mais 40% de déforestation à moins. Enfin, ce ne sont pas exactement les mêmes phénomènes. Et on est sur des incendies qui sont déclenchés pour quelles raisons? C'est pour de la déforestation? C'est des accidents? C'est criminel? C'est juste... Alors les incendies c'est une méthode effectivement criminelle, c'est-à-dire qu'on coupe d'abord et après on met le feu quand c'est sec. Ça, c'est une façon. La majorité de la déforestation est illégale, et elle se produit dans les terres de l'État. Vous n'êtes pas sur des propriétés privées généralement, mais l'incendie c'est aussi une façon c'est la façon la plus simple de cultiver en milieu forestier. C'est-à-dire qu'une première année, on coupe, on peut planter, on peut profiter de la fertilité apportée par le feu de la forêt pour pouvoir planter. Ça se fait aussi, mais c'est quand même une conversion. Alors les traditions amérindiennes faisaient qu'on tournait, on n'allait pas mettre le feu ni cultiver toujours au même endroit, et la forêt n'en souffrait pas beaucoup. C'était le principe de la défriche-brûlis, qui continue bien sûr, mais dans une moindre mesure. Non, actuellement, les cas de déforestation ont tendance à être dus vraiment à des actions illégales, voire même à des mafias, à des mafias criminelles qui diversifient leurs activités. C'est-à-dire que les grands cartels de drogue de Colombie ou de Bolivie, maintenant, jouent énormément sur le trafic de terres. C'est-à-dire qu'on déforeste pour s'accaparer après les terres auprès des faire cadastrer comme propriété privée. Et c'est vrai que le Brésil, c'est peut-être le premier exemple qu'on va avoir pour parler de diminution de la déforestation. Est-ce qu'on en a d'autres qu'on aurait peut-être moins... En Indonésie, l'Indonésie qui était un pays qui déforestait beaucoup, a également diminué sa déforestation. Actuellement, on est un peu inquiet sur le bassin du Congo, qui continue. Sinon, d'une manière générale, ça a vraiment beaucoup diminué, oui. Mais on partait de très très haut. Par exemple, pour le Brésil, on a vu des années, je crois que c'était en 2001 ou 2003, il y avait 27 000 km² qui ont été déforestés. Enfin, déforestés, c'est-à-dire convertis en autre chose qu'une forêt. Actuellement, donc, on tourne en dessous de 5 000 km². Par jour, par an, par mois? Ah, par an. Vous me faites peur, là. Le rapport insiste aussi sur le rôle des forêts comme... alliés pour atténuer le changement climatique, notamment par leur capacité de stockage du carbone. Quel levier aujourd'hui devons-nous actionner en priorité pour préserver cette fonction qui est essentielle ? Alors, la forêt, c'est pas simplement des puits de carbone. Je sais bien qu'au niveau financier, on a trouvé le moyen de vouloir sauver les forêts grâce à la marchandisation du crédit de carbone forestier. Mais la forêt, c'est pas simplement un puits de carbone. C'est également un lieu de biodiversité. C'est également un lieu de production alimentaire. C'est un lieu donc spirituel. C'est un lieu vraiment, c'est un écosystème avec des services écosystémiques complets. Et on oublie souvent son rôle de régulation des pluies. Et actuellement, il y a ce cercle vicieux d'incendies, de feux, destruction des forêts et atteinte à sa capacité d'évapotranspiration, de provoquer de la forêt. C'est la forêt amazonienne, par exemple, grâce à son évaporation, qui permet les pluies dans le sud de l'Amérique du Sud, par exemple. Ça, c'est important à savoir. Donc, pour revenir à votre question sur la captation de carbone, malheureusement, ça a été vu d'une drôle de façon. On disait que c'était le poumon de la planète, ce qui est une erreur totale, parce que un poumon comme vous et moi, on respire de l'oxygène et on rejette du gaz carbonique. Or, une forêt, ça fait le contraire. Ça, grâce à la photosynthèse, ça absorbe du gaz carbonique et ça rejette de l'oxygène. Et actuellement, cette forêt, elle est tellement
elle est déjà ancienne, si on parle toujours de la forêt amazonienne, elle est ancienne, donc elle n'absorbe plus tellement de carbone. Et actuellement, je crois qu'on est sur un point de bascule où elle aurait plutôt tendance à rejeter plus de carbone qu'elle n'en prend. Ce qui est important actuellement de dire, c'est le stock de carbone qu'elle représente plutôt. C'est surtout sur cet aspect-là qu'il faudrait réfléchir. Alors, pour qu'elle puisse continuer à capter le carbone, eh ben, il faut bien sûr lutter contre le changement climatique et les pertes de biodiversité. Vous dites qu'elle en rejette peut-être aujourd'hui encore plus. Est-ce que c'est lié aux incendies ou est-ce que à quoi c'est lié déjà au fait que c'est une vieille forêt. Donc les vieilles forêts, elles sont plutôt à l'équilibre. Donc les aspects d'absorption de photosynthèse sont relativement... il n'y a plus du tout cet aspect de stockage du carbone, de flux de carbone, mais il y a toujours cet aspect de stockage. Et actuellement, si en plus on met le feu, effectivement, ce sont les stocks qui vont partir en fumée et en carbone, en gaz carbonique. Voilà, plus exactement, parce que là aussi, on confond toujours le carbone avec le gaz carbonique. Et il y a beaucoup de pays qui défendent le droit au développement et l'exploitation de leurs ressources forestières. Mm-hmm. Comment est-ce qu'on peut concilier la nécessité de préserver les forêts et en même temps les aspirations légitimes de la part de ces États à valoriser leur économie ? Alors ça, c'est une discussion qui a cours dans les conventions internationales depuis 1972, depuis qu'Indira Gandhi avait alors... c'était le sommet de Stockholm, la première réunion internationale de l'environnement, donc Stockholm 1972, où les pays du Sud avaient... Enfin, à l'époque, on ne disait pas tellement les pays du Sud, c'était plutôt les non-alignés. Enfin, on comprend ce que ça voulait dire. S'insurger contre les velléités des pays du Nord de vouloir préserver les ressources naturelles et en particulier forestières. Et accuser, bien sûr, les pays du Nord de vouloir mettre un frein à leur développement. Mais encore maintenant, dans les négociations, c'est toujours pareil. C'est-à-dire, vous avez détruit vos forêts. Nous, on peut utiliser nos ressources naturelles pour se développer. Et actuellement, ça, c'est d'autant plus violent qu'il y a cette accusation de dire par la colonisation, vous nous avez détruit nos ressources naturelles et capté nos ressources naturelles. Donc actuellement, ces négociations sont de plus en plus violentes où on a vraiment on assiste à ce qu'on appelle un Sud global maintenant et des pays développés dits du Nord. Et est-ce que les peuples autochtones qui vivent dans ces milieux forestiers dans des pays reculés ont un poids aujourd'hui dans ces négociations ? Alors, ils en ont de plus en plus. Ils en ont de plus en plus à tel point qu'on retrouve systématiquement dans les déclarations de ces conférences internationales des allusions aux peuples autochtones et aux communautés locales. Ça revient systématiquement car il est prouvé que c'est bien là où il y a ces regroupements de peuples indigènes et de communautés locales où il y a le moins de déforestation et où la biodiversité se porte le mieux. Une gestion par les habitants des forêts est mise de plus en plus en avant et c'est reconnu à la fois par la FAO, par la Convention sur la biodiversité, un peu moins par la Convention climat, mais on va y arriver, par le GIEC, par l'IPBES. L'IPBES, c'est la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques. C'est une sorte de GIEC pour la biodiversité, on dit rapidement. Voilà. Donc oui, les peuples autochtones sont en train de gagner en visibilité, au moins dans les textes. Voilà. Bien sûr, toutes les nations, tous les États ne sont pas en très bonne relation avec leurs peuples autochtones. Bon, on ne va pas aller chercher très loin, mais parlons pas de l'Indonésie, parlons plutôt de la France. Vous savez que la France ne reconnaît pas les Amérindiens de Guyane comme étant vraiment un peuple autochtone avec des droits particuliers. Parce qu'ils sont au sein de la République qui reconnaît de la même façon droits et devoirs à tous ses enfants. Et justement, en parlant de France et en parlant d'Europe, on a de plus en plus de forêts sur nos territoires, à part la Suède. Mm-hmm. Est-ce que ça veut dire qu'on a des forêts toujours plus riches, non, on a de plus en plus de forêts, c'est vrai, mais ces forêts soit viennent de déprises agricoles,
soit viennent de forêts de plantation. Et dans le cadre de forêts de plantation, c'est de la production de forêt, ce sont des champs d'arbres, ce ne sont pas vraiment des forêts. C'est quelque chose qu'il faut voir. Le commerce du bois est très important, d'autant plus qu'avec la lutte contre le changement climatique, on cherche des substituts aux énergies fossiles, et donc on va chercher ce qu'on appelle les bioressources, et le bois fait partie de ces ressources, le bois énergie. Donc vous voyez de plus en plus de promotions pour que les foyers s'équipent en petites chaudières qui seraient alimentées au bois. Et ça pose certains problèmes parce que ça s'ajoute aux usages classiques du bois d'œuvre pour la construction par exemple, ou pour les meubles. Donc maintenant il y a cette importance du bois énergie qui se développe. Est-ce qu'on peut retrouver des écosystèmes aujourd'hui aussi riches dans les nombreuses forêts qui se développent que dans les forêts dont on parlait tout à l'heure, par exemple? Si on laisse une forêt tranquille, très très vite, elle reprend, elle recrée sa biodiversité avec toute la richesse du sol. Il ne faut pas oublier toute la biodiversité du sol qu'on est en train vraiment actuellement de redécouvrir. Les animaux, bien sûr, mais tous les micro-organismes, toutes ces possibilités d'échange entre les différents éléments de l'écosystème. Une forêt qu'on coupe, c'est vraiment quelque chose de catastrophique. Si on la laisse tranquille, elle va repousser, il va y avoir du bois. Mais pour recréer la biodiversité de cette forêt, il faudra au moins 50 années. Parce qu'aujourd'hui, quels sont les premiers choix qui sont faits par les forestiers pour... les forestiers, il leur faut du bois. Les forestiers, il leur faut du bois. C'est une formation. Il faut les écoles de foresterie, c'est ça. Il faut produire du bois. Et il est très difficile de mettre en avant que le rôle de la forêt, c'est aussi donc ce puits de carbone qui peut aider à lutter contre le changement climatique. C'est-à-dire de considérer la forêt avec ses services écosystémiques. C'est très dur, et d'ailleurs de toute façon, c'est d'une façon générale, de considérer que la nature, c'est pas quelque chose de fixé, que c'est pas une matière première. Mais donc on fait partie de cette nature. Et dans beaucoup d'enseignements, enfin dans des métiers comme les métiers de forestier, vraiment la forêt est quelque chose à une nature fixée qui doit produire. Et il n'y a pas du tout cette idée de faire partie de cette forêt dans de multiples interactions avec les humains, avec les animaux, avec les échanges d'eau, avec les échanges d'air, etc., et d'oxygène. Est-ce que tout ça évolue tout de même, ou la gestion de nos forêts est la même qu'il y a 10 ans et elle n'est pas prête à... Si, il y a certaines évolutions, bien sûr, et il y a aussi d'énormes reculs. Là, actuellement, je trouve qu'on est dans une période de régression des normes environnementales qui est extrêmement inquiétante. Là, on peut parler du projet de loi du plomb, mais d'une façon générale, c'est tout ce qui se passe à Bruxelles, c'est très, très inquiétant. Toutes les lois qui s'attaquaient à la vigilance, qui s'attaquaient au contraire, qui demandaient aux entreprises de faire preuve de vigilance sur leur accès, sur leurs impacts sur l'environnement, ce qu'elles doivent à l'environnement et ce qu'elles peuvent faire pour l'environnement. Là, donc la loi sur le devoir de vigilance est en train d'être complètement dénaturée à Bruxelles. C'est inquiétant. Vous avez des choix forts comme ça en tête, par exemple, qui... Oui, par exemple, cette loi de vigilance qui obligeait les entreprises à regarder sur toute leur chaîne de valeur, c'est-à-dire depuis leurs fournisseurs jusqu'à finalement ce que font leurs clients avec le produit, est en train d'être réduite à néant dans la mesure où le seuil des entreprises de nombre de chiffres d'affaires et de nombre d'employés des entreprises va être drastiquement augmenté. C'est-à-dire que la plupart des entreprises ne seront pas soumises à ce devoir de vigilance. Et au nom de la compétitivité, parce que c'est le grand mot, au nom de la compétitivité, toutes les normes environnementales qui vont être abaissées. Alors que justement, ces normes environnementales permettaient à l'Europe, avec le Green Deal, qui avait été porté par Bruxelles, avec ce Green Deal, l'Europe pouvait se montrer, faisait preuve de faire attention de l'environnement et vivre avec son environnement et en tirer profit. Actuellement, on en tire profit essentiellement comme si c'était une matière première et non pas une assurance pour pouvoir continuer à vivre sur cette planète. Voilà, j'emploie des grands mots là en ce moment.
Et la COP30, justement, prévue dans 3 mois à Belém, au cœur de la plus grande forêt du monde, à savoir l'Amazonie au Brésil, on en parlait il y a un instant, sera un rendez-vous majeur pour la planète. Que peut-on attendre et espérer de ce rendez-vous ? Alors, moi, j'en attends beaucoup. Parce que, d'abord, je crois à l'intérêt de ces conférences internationales que beaucoup critiquent, parce que c'est quand même des rares endroits où des représentants, des responsables des pays peuvent se rencontrer et discuter. Il y a quand même le représentant de la Russie, le représentant de l'Ukraine, il y a un peu la Palestine, enfin, il y a un peu tout le monde. Donc ça, c'est que les États-Unis ne sont pas là, bien sûr, mais c'est quelque chose d'extrêmement important de pouvoir discuter. Il y a encore des arènes où les gens peuvent discuter, et si c'est sur l'environnement, c'est quand même une bonne chose. Le fait que ça se passe à Belém, donc au cœur de la forêt amazonienne, brésilienne, c'est important parce que c'est une volonté du gouvernement brésilien de mettre en avant leurs outils, c'est-à-dire leurs outils de lutte contre le changement climatique. Pour eux, c'est les forêts. Autant en Europe, le premier facteur d'émissions de gaz à effet de serre, c'est le transport et l'énergie, autant en Amérique du Sud, c'est la combustion des forêts. Hein, les émissions de gaz à effet de serre viennent de la déforestation. Le président Lula a voulu faire une assemblée de tous les grands pays forestiers, c'est-à-dire tous ceux du bassin amazonien, c'est-à-dire je crois qu'ils sont 8 pays, plus la petite Guyane, de l'Organisation du traité de coopération amazonienne. Donc c'est tout ce bassin amazonien, plus les forêts du bassin du Congo, plus les forêts d'Indonésie et Chine. Donc il est en train d'organiser l'association des peuples des forêts du monde, et qui pèse très lourd parce que c'est eux qui recouvriraient 80% de la biodiversité terrestre. Donc, dans le cadre à la fois pour conserver la biodiversité et pour lutter contre l'effet de serre, effectivement, ils ont en main, enfin, c'est beaucoup dire, un outil extrêmement puissant qui est la préservation de ces forêts. Mais le problème, c'est qu'il faut financer la préservation de ces forêts. Là, on revient à cette discussion des pays du Sud qui reprochent aux pays du Nord d'avoir déforesté et de l'interdire dans les pays du Sud. Alors, le Brésil va proposer un système de financement intéressant qui s'appelle le fonds pour la sauvegarde des forêts pour toujours, enfin quelque chose comme ça, le TFFF, où chaque hectare de forêt sera rémunéré grâce à des fonds qui seront mis sur les marchés financiers. Voilà, donc on va voir ce que ça va donner. Parallèlement, la France est à la tête d'un consortium avec les Anglais pour créer des crédits biodiversité. Vous savez que les crédits carbone les crédits du carbone forestier ont terminé sur des scandales de corruption et surtout d'inefficacité. On a estimé que 90% quand même des crédits carbone forestiers étaient vraiment de la fumée. Là, c'est le cas de le dire. Ça n'avait donné lieu à aucune réduction d'émissions de gaz à effet de serre, ce qui est quand même gênant. Donc l'idée était de faire des crédits qui soient de haute intégrité, on met des guillemets généralement, et des crédits biodiversité qui incluraient le respect de la biodiversité et qui inclurait le respect des populations et la gouvernance par les populations pourraient être mis sur le marché. Alors là, on ne sait pas si ça va être mis sur le marché ou ça va être des possibilités pour les entreprises de financer. Et effectivement, ce devoir de vigilance et puis une autre loi de Bruxelles comptable, la CCRD, qui veut qu'une entreprise donc fasse le point, fasse vraiment un reporting sur comment elle utilise la biodiversité, quels sont ses impacts sur la biodiversité et qu'est-ce qu'elle peut faire sur la biodiversité. Ça pouvait pousser les entreprises d'un point de vue comptable à investir dans ces crédits biodiversité. Alors là aussi, c'est quelque chose qui est détricoté à Bruxelles. Donc on s'interroge beaucoup. Il y a beaucoup d'outils financiers qui pourraient être mis en œuvre, mais on se méfie de ce détricotage de la comptabilité européenne. Donc on aura des questions principalement axées sur les forêts, également sur la biodiversité. Oui. Est-ce que vous avez l'impression que les pays du Nord, les pays du Sud sont
ont un petit peu les mêmes idées, les mêmes envies, est-ce qu'elles sont à même de discuter ensemble et de fonctionner ? La revendication revient sur le tapis, c'est-à-dire qu'actuellement, pour conserver ces grandes forêts, il faut du financement et il faudrait que les pays du Nord aident les pays du Sud, bien sûr, à conserver leurs forêts, soit à payer ce prix à l'hectare, soit investir dans des projets de restauration, par exemple. Et là, les pays du Sud, les pays du Nord actuellement sont dans des tourmentes financières. On est dans une sorte de récession, du moins comptable. Et ce problème de financement est vraiment le nerf de la guerre et c'est surtout ces discussions sont sans fin. C'est-à-dire comment des pays du Nord peuvent suggérer aux pays du Sud de conserver leur forêt s'ils ne mettent pas du financement à la clé. Donc tout est lié à l'économie finalement. Pas forcément à l'économie, non. Il peut y avoir des lois régaliennes. Il peut y avoir la plus grande chute de déforestation qu'a connue le Brésil, c'était avec des outils régaliens, c'est-à-dire la carotte et le bâton. On aidait ou au contraire on punissait. C'était avec des moratoires de la société civile et des industriels qui arrêtaient de planter du soja et d'élever du bœuf dans des forêts, etc., etc. Non, il y a vraiment d'autres moyens, mais effectivement, ça passe par des volontés politiques. Et parce qu'aujourd'hui, quelles sont les premières raisons de la déforestation dans le monde ? Les premières raisons, c'est la fameuse productivité, c'est-à-dire gagner des terres pour l'alimentation et pour l'élevage, oui, pour l'agriculture et l'élevage, et c'est également pour l'utilisation du bois. Est-ce que vous pensez justement que ce rendez-vous, la COP30, ce sera suffisant, les mesures prises seront suffisantes pour atteindre les objectifs fixés lors de la COP21 et lors des accords de Paris ? Alors malheureusement, l'accord de Paris fixé à une augmentation d'1,5 degré à ne pas dépasser. Je crois qu'on y est déjà. Et donc, on va essayer de viser de rester en dessous de 2 degrés, d'une augmentation de 2 degrés. Chaque dixième, chaque centième de degré compte. Il faut vraiment faire extrêmement attention. Vous avez vu déjà avec 1,5 degré tous ces incendies que l'on a subis cette année, là, en 2025. C'est quelque chose de tout à fait étonnant et c'est dû réellement à ce changement climatique qui lui-même est dû à notre mode de consommation et de production basé sur les énergies fossiles. Ça, il faut vraiment le répéter. Et on en parlait brièvement tout à l'heure. Est-ce que les mécanismes économiques comme les paiements pour services environnementaux ou encore la taxe carbone sont selon vous une voie réaliste et nécessaire pour financer la protection de la nature, ou bien est-ce qu'ils entraînent plutôt une dérive de marchandisation ? Ils entraînent bien sûr une dérive de marchandisation, mais je crois qu'il faut utiliser tous les outils possibles qu'on a à notre disposition. Je crois quand même que la vraie raison, c'est d'arrêter de considérer la nature comme un ensemble de matières premières et d'actifs financiers. Parce que actuellement, pour lutter contre la déforestation ou pour lutter contre le changement climatique, donc avec ces crédits carbone, sous prétexte de lutter contre la déforestation, on a créé des actifs financiers. Il y a eu cette marchandisation. Donc à la fois, les entreprises pouvaient continuer à déforester, en même temps compenser et jouer sur les actifs financiers. Bon, c'est quelque chose cette forme de récupération sur le thème de la compensation est quelque chose qui est maintenant largement dénoncé. Ça ne veut pas dire que ça s'arrête, mais c'est largement dénoncé. Il y a une prise de conscience qui est importante. Et enfin, le rythme des dégradations de l'ensemble des écosystèmes terrestres et marins est un petit peu inquiétant. Mmh. Pourtant, les décisions politiques semblent souvent lentes. On a parfois même l'impression de régresser. On en parlait encore une fois tout à l'heure, quand on voit la promulgation, par exemple, de la loi du plomb, ou encore l'échec des négociations pour un traité mondial sur le plastique. Comment est-ce qu'on fait pour maintenir l'espoir et surtout comment agir efficacement dans les années qui viennent ? Il faut garder espoir. D'ailleurs, je pense que si
des gens comme Trump ou si des gens qui sont majoritaires à Bruxelles ou même la loi du plomb s'attaquent comme ça maintenant à l'environnement alors qu'on croyait depuis Rio en 92, on pensait que tout allait quand même s'améliorer. Je crois que c'est justement parce qu'il commence à avoir peur. Il se rend compte bien que la nature va être la plus forte. Je crois que c'est ça qui va nous permettre de garder le moral, c'est-à-dire de dire que finalement on a vraiment raison et que de toute façon on a raison de se battre pour un environnement avec lequel dont on fait partie. C'est surtout ça qui est important parce que je le répète, la nature c'est pas une somme de matières premières, ce sont pas des objets, c'est vraiment des sujets avec lesquels on interagit. Ça a l'air d'être des grandes déclarations, mais c'est quelque chose de très très important. Et donc oui, il faut garder. Par exemple, moi, un exemple que je vois, c'est la façon dont les grandes entreprises d'automobiles sont en train de défaillir. Et ça, on voit bien qu'ils ne vont pas pouvoir continuer. Et ça, c'est quelque chose qui est, je trouve, assez rassurant parce que ça montre que effectivement, on ne peut plus continuer avec ce genre de mobilité fondée sur donc, l'utilisation des énergies fossiles et même avec ce mythe de la voiture électrique qu'on essaye de nous vendre. Donc, le fait que les entreprises automobiles aient des difficultés, je vois ça comme un début de réponse positive qui montre que la nature sera plus forte. Oui, et c'est ce qui nourrit, vous, personnellement, votre espoir aussi ? Ah oui, parce que sinon c'est la méthode Coué, donc je préfère voir ça, ouais. Je préfère raisonner comme ça. Mais écoutez, merci beaucoup Catherine Aubertin d'avoir partagé avec nous votre regard éclairé sur l'état de nos forêts, leur avenir et sur les grands défis climatiques qui nous attendent. Eh bien, merci Nicolas.